9h-10h, France Bleu Champagne-Ardenne, les experts. Et c'est un cardiologue qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions. 03 26 50 81 81. Bonjour, docteur Camille Brasselet. Bonjour. Cardiologue au sein du groupe Courlancy Santé Reims. Alors, cette émission nous concerne tous puisqu'on a tous un cœur et quel que soit notre âge, il faut prendre soin de notre cœur. Tout d'abord, un cœur humain, ça se présente comment ? C'est gros comment ? Un cœur humain, c'est dans votre poitrine, c'est pas très gros, c'est un tout petit peu plus gros que le mug qui est sur votre table. Donc une tasse de café ? Une tasse de café, ça fait 300 grammes. Un pamplemousse en gros ? Un gros pamplemousse. Oui. Et c'est un organe essentiel, comme vous l'avez dit, c'est un organe étonnant. On avait évoqué la question tout à l'heure, combien de litres ça brasse par jour ? Ouais. Par jour, je ne peux pas vous le dire. Par minute, je peux vous le dire, c'est 5 litres par minute chez vous. 5 litres par minute. Ce qui fait quand même un débit assez important. Ouais, donc pour un adulte. Une question déjà. On dit que la fréquence du pouls au repos est un bon indicateur santé. Plus le pouls est lent au repos, meilleur c'est. Est-ce que c'est vraiment un indicateur de bonne santé ? C'est une très bonne question. C'est un indicateur de bonne santé à l'échelon d'une population. C'est-à-dire que si vous prenez une population de personnes qui ont une fréquence de repos à 60 coups par minute, vous aurez une espérance de vie de cette population qui va être beaucoup plus longue que l'espérance de vie d'une population dont la fréquence de repos serait à 85 ou 90. Néanmoins, à titre individuel, c'est pas parce que vous avez une fréquence, vous, à 65 versus 85 pour moi, vous allez forcément vivre plus loin ou forcément ne jamais faire de problème cardiovasculaire. En tout cas, c'est un bon signe d'avoir un pouls plutôt lent. C'est un bon signe épidémiologique à l'échelon d'une population. C'est facile de prendre son pouls, on le fait soi-même, directement sur la carotide ou sur le poignet, oui. Pendant une minute. Pendant une minute, on regarde un petit peu la fréquence cardiaque, oui. Et ça se fait au repos, assis, au couché ? Au repos depuis 10-15 minutes, que ce soit assis ou couché, ça ne change pas grand-chose. Ça vous permet de voir un peu où vous vous situez, oui. Il y a des smartphones d'ailleurs qui font l'application directement. Vous en pensez quoi ça ? Parce qu'on met le doigt sur un petit capteur sur les téléphones et ça nous donne notre pouls. C'est fiable ou pas ? Oui, c'est fiable, c'est devenu extrêmement fiable. Et d'ailleurs, on pourra en parler un peu si vous voulez tout à l'heure, mais quand on va courir par exemple, on peut avoir sa montre qui vous donne en direct votre fréquence cardiaque pendant la période où vous avez votre activité sportive et qui mesure de façon très précise et fiable la fréquence cardiaque. Oui, tout à fait. Au-delà de quelle fréquence au repos il faut s'inquiéter ? Si on est à 90 ou à combien ? Il n'y a pas de seuil limite au repos. Il ne faut surtout pas que les gens qui nous écoutent soient inquiets en prenant leur fréquence cardiaque et se disent « Oulala, il a dit 92, je suis à 93, c'est une catastrophe ». Non, il n'y a pas de seuil au repos limite qui soit le marqueur d'un pronostic très défavorable. Par contre, il y a une fréquence qui est intéressante, c'est la fréquence dite maximale théorique. Elle est dépendante de votre âge et vous faites donc 220 moins votre âge. Et c'est la fréquence de laquelle vous n'êtes pas supposé aller. Donc c'est quand on fait un effort physique intense, jamais dépasser 220 moins l'âge. Exactement. Et ça donne cette fréquence 220 maximale. moins l'âge, c'est votre fréquence maximale théorique. Ça ne sert à rien de la dépasser. C'est juste du challenge personnel, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et quand on a une activité physique normale, pas de grand sportif, mais se situe aux alentours de 80% de cette fréquence-là, ça vous permet de faire travailler votre muscle cardiaque dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est sans trop forcer. C'est 80% de 220 moins l'âge. D'accord, cette fréquence cardiaque théorique maximale. Exactement. C'est ça, Une question de Pierre de Rethel, question qu'on se pose tous. Dans les commerces, on trouve beaucoup de produits lutte contre les maladies cardiovasculaires, enrichis en oméga 3, etc. Alors ça, honnêtement, sans langue de bois, docteur Camille Brasselet, cardiologue, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, meilleur qu'un autre produit quand il y a cette mention ? Purement, c'est du marketing. Oui. Après, ça permet de mettre le doigt dans un engrenage d'une bonne qualité de vie, c'est-à-dire que plutôt que de manger des produits extrêmement riches en gras, extrêmement riches en sel, etc., se mettre dans un trip d'une hygiène alimentaire de bonne qualité, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut acheter des fruits, des légumes, manger sainement. Le régime crétois, en gros. Le régime crétois, exactement. De là à se dire que parce qu'on va manger une margarine enrichie en oméga 3, ça va changer le cours de votre vie, c'est faux. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a eu même des médicaments qui sont sortis qui étaient à un moment enrichis en oméga 3 et qui étaient même des oméga 3 à rapporter en complément. Initialement vendus et crus comme efficaces et validés secondairement comme réellement non efficaces.
Donc fruits, légumes essentiellement, poissons plus que viande. Oui, après c'est toujours la même règle, c'est être raisonnable. Si vous mangez un peu de viande, ça va pas vous tuer. Si vous mangez des tonnes de charcuterie, effectivement, ça va moins bien se passer. Donc c'est le régime méditerranéen avec des quantités raisonnables. L'huile d'olive, c'est vraiment meilleur pour le cœur ? C'est supposé être meilleur pour le cœur. Encore une fois, c'est la même réponse. Il n'y a pas d'études larges avec des statistiques puissantes qui démontrent que l'huile d'olive fait mieux que l'huile de noix ou tout ce que vous voulez. On va continuer de parler de notre santé, de notre cœur avec vos questions. 03 26 50 81 81. Le docteur Camille Brasselet, cardiologue au sein du groupe Courlancy Santé, vous répond ce matin. Il y a Chantal de Sedan qui nous demande si le stress est un facteur de risque pour notre cœur ou est-ce que c'est une idée reçue ? Alors c'est clairement pas une idée reçue. Le stress permanent, quotidien, c'est un vrai facteur de risque au même sens que le tabac, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, le surpoids, etc. C'est un vrai élément qui entraîne un surrisque de mortalité cardiovasculaire. Mais c'est un stress quotidien ou c'est un stress ponctuel ? Qu'est-ce qui est dangereux ? Il y a deux types de stress. Vous avez le stress quotidien, des gens toujours en train de courir à droite à gauche, qui est un vrai facteur de risque contre lequel la société actuelle ne nous permet pas trop de lutter, mais qui est un vrai élément individualisé. Et puis il y a le stress majeur, brutal, extrêmement important, qui lui peut être le déclencheur d'un problème cardiovasculaire par divers mécanismes. Stress brutal, ça veut dire quoi ? Qu'on apprend une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui nous fait peur pour faire une blague ? C'est quoi le stress brutal ? La peur pour une blague, ça marche pas trop. Ça peut être de mémoire, quelqu'un qui apprend le décès d'un proche, qui vit en direct un accident, quelqu'un qui se fait agresser chez lui alors que c'est une personne un peu fragile, un peu âgée, qui voit débarquer des agresseurs dans sa maison et qui peut déclencher soit un vrai infarctus, soit une chose qu'on appelle le syndrome de Takotsubo, qui ressemble un petit peu à l'infarctus, qui donne une grande douleur dans la poitrine avec une grosse gêne respiratoire. Ce sont des signes qui ne doivent absolument pas être négligés et pris en charge comme une urgence cardiologique. Donc, outre la sensation, il y a vraiment un risque. Il y a vraiment un risque associé, oui. Il y a vraiment un risque que ça se passe pas bien. Et donc, si vous vivez un stress extrêmement violent, avec une charge émotionnelle très importante et que vous ressentez une douleur dans la poitrine, un essoufflement, voire même des palpitations, il faut appeler le 15, faire le débriefing avec le 15 et savoir si on va plus loin dans les investigations ou pas. Voilà pour votre réponse, Chantal de Sedan. 03 26 50 81 81. On part à Reims maintenant. Bonjour Christian. Bonjour. On vous écoute pour votre question. Bonjour professeur. Après un infarctus en 2015, quel doit être le suivi auprès du cardiologue traitant ? Alors après un infarctus en 2015, il y a deux types d'infarctus. Christian, bonjour d'abord. Vous avez les infarctus qui se passent bien, qui doivent faire enclencher un suivi régulier, avec des consultations au départ 1 mois, 3 mois, 6 mois, et puis tous les ans. Et puis avec par la suite un espacement qui peut être tous les 2 ans, tous les 3 ans de votre consultation chez le cardiologue quand tout va bien. Après, vous avez une deuxième typologie d'infarctus qui est celle où l'accident a été un peu plus sévère, où malheureusement il y a un peu d'insuffisance cardiaque qui est associée et où là probablement le suivi est un peu plus rapproché en fonction des signes de gêne à l'effort par exemple. Donc ça c'est adapté en fonction de la personne et de ce qu'elle a eu. C'est adapté en fonction de la personne, du ressenti de son accident et en fonction des séquelles, entre guillemets, de l'accident coronarien. Le petit problème, c'est qu'il est très difficile d'obtenir un rendez-vous auprès de vous, professeur Brasselet. Je vous invite à revenir me voir, on en discutera, mon cher Christian. Oui, mais le problème, voilà. Tout le groupe Courlancy, vous êtes très 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 demandé. Et c'est difficile de vous rencontrer. Ça se prend à l'avance, du coup, un rendez-vous. C'est quoi les délais d'attente chez un cardiologue ? On est à 3-4 mois de délai d'attente de consultation, ce qui est trop long. Je le conçois, hein, Christian. Parce qu'on a pas assez sur Reims ou pas ? Ou c'est propre à la Champagne-Ardenne ? C'est propre à la France. Ouais. Il faut quand même savoir aussi, Christian, que 2 choses. La première, c'est que si vous avez un problème aigu, il y a toujours 24 heures sur 24 un cardiologue à Courlancy pour vous voir dans le cadre de l'urgence. Dans tous les cas, c'est le 15 qu'il faut faire s'il y a un problème d'urgence. On peut venir même directement aux urgences de Courlancy si c'est pas un gros problème aigu.
La deuxième chose, c'est que le creux de la vague du nombre de cardiologues en France n'est pas encore atteinte, c'est pour 2020. Le pire reste à venir. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la période la plus difficile, mais je suis bien d'accord avec vous, Christian. Le fait qu'on ait des délais de consultation si longs, c'est pas une bonne chose, on y travaille. C'est à cause de quoi? C'est parce qu'il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires ou parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui se lancent dans ce métier? C'est parce qu'il y a une démographie médicale qui est en train de baisser, liée à un numerus clausus il y a plusieurs années mal anticipé, qui fait qu'il n'y a aujourd'hui pas assez de médecins en France, tout simplement. On est arrivé à enrichir notre groupe, Christian. Il y a un moment, on était 6, aujourd'hui on est 11. C'est quand même beaucoup plus confortable, mais c'est pas encore suffisant. Et je vous promets de tout faire pour qu'on ait des délais de consultation plus courts. 03 26 50 81 81. On continue de parler de notre cœur avec la question dans un instant de Sébastien de Reims. Lorsqu'il fait des soirées un peu trop arrosées, il a des palpitations le lendemain. Est-ce que l'alcool peut être un déclencheur de problèmes cardiaques ou est-ce que ces palpitations après coup sont normales et il ne faut pas s'en inquiéter? On en parle juste après ça. France Bleu. D'appel ce matin pour les experts consacrés à notre cœur. Nous sommes avec le docteur Camille Brasselet qui est cardiologue. Une question de Sébastien de Reims. Lorsque je fais une soirée un peu trop arrosée, j'ai le lendemain au réveil et toute la journée d'intenses palpitations. L'alcool peut-il déclencher un problème cardiaque? Alors la question est très intéressante, Sébastien. Déclencher, non. Être le révélateur, oui. En fait, vous avez probablement ce qui est le plus fréquent comme arythmie dans le monde et en France, probablement de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est une susceptibilité qu'a votre cœur, au lieu d'être un métronome bien régulier, de devenir brutalement, pour une raison ou une autre, et on reparlera de l'alcool, irrégulier, c'est-à-dire que la cadence, au lieu de venir d'un métronome, ça vient un petit peu de partout et ça ressemble à un orage rythmique qui n'entraîne pas de risque vital immédiat chez vous, donc ne vous inquiétez pas, au niveau de votre cœur. Le rôle de l'alcool, c'est d'être révélateur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un niveau d'apparition de votre arythmie à 100%, eh bien l'alcool va vous le baisser. Et par exemple, c'est idiot, mon histoire de 100%, mais vous allez vous retrouver avec un déclenchement aux alentours de 50, ce qui fait que votre arythmie va se révéler de façon beaucoup plus facile quand vous avez une imprégnation alcoolique. Et en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que le révélateur chez vous, l'alcool, révèle simplement que probablement vous faites de l'arythmie cardiaque qui doit être diagnostiquée. Donc il faut prendre contact avec un cardiologue, faire une consultation, faire un électrocardiogramme, un examen clinique, peut-être une échographie cardiaque et certainement un enregistrement de votre cœur. Et souvent dans ce genre de situation, c'est relativement simple puisqu'on connaît le déclencheur. On vous met un appareil qui enregistre votre cœur pendant 24 heures. On vous demande de faire la fiesta avec vos copains et puis on voit sur l'enregistrement si effectivement c'est de l'arythmie et de la fibrillation auriculaire ou pas. Et en fonction de votre âge et de tout un tas d'autres facteurs, on vous donne ou pas un traitement si c'est de la fibrillation auriculaire. Donc l'arythmie peut se sentir, ça se sent quoi? Ça se sent dans la poitrine? Ça se sent parce qu'on a la tête qui tourne? Comment ça se sent? Ça se sent essentiellement dans la poitrine. La plupart des gens qui ressentent la fibrillation auriculaire, parce que tout le monde ne la ressent pas, sentent des battements bizarres dans la poitrine, comme s'il y avait des soubresauts, des pauses, des arrêts, des coups un peu plus violents que d'habitude. Et ça n'est que la traduction du passage d'un rythme cardiaque bien régulier à un rythme un peu irrégulier et désordonné. Parfois, quand on est assis et qu'on se lève trop vite, on a une sensation de tête qui tourne. Ça n'a rien à voir. Faut pas s'en inquiéter. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout à fait normal et physiologique. C'est une légère baisse de votre tension quand vous passez en position debout parce que vous avez un afflux de sang dans les jambes. Ça n'a aucune incidence particulière. D'accord. D'autres questions qui arrivent en pagaille. 03 26 50 81 81. Bonjour Guy de Reims. Oui, bonjour. On vous écoute. Et bonjour professeur. J'ai une question, c'est parce que j'ai mon fils qui est décédé d'une myocardiopathie dilatée. J'aurais voulu savoir à peu près ce que c'était, c'est pour mon information. Et surtout, comme il a eu des enfants, est-ce que c'était génétique? Est-ce qu'il y avait un risque pour les enfants? Un risque héréditaire, oui. C'est une très bonne question, Guy. Effectivement, la cardiomyopathie dilatée, c'est une maladie du muscle cardiaque qui perd sa force de contraction et par un mécanisme d'adaptation, le cœur, pour lutter contre les fibres qui sont moins puissantes, il se dilate pour au départ mieux se remplir et mieux éjecter jusqu'au moment où les choses sont un tout petit peu dépassées. C'est-à-dire que la compensation ne fonctionne plus.
Il ne faut pas garder à l'esprit qu'il y a une transmission héréditaire directe d'une cardiomyopathie dilatée, donc il ne faut pas être plus inquiet que ça. Néanmoins, il y a tout un tas d'explications et d'étiologies aux cardiomyopathies dilatées, et dans ces étiologies-là, il y a un petit sous-chapitre qui est une forme héréditaire, effectivement. Donc, sans stress, sans urgence et sans panique, effectivement, si votre fils avait une cardiomyopathie dilatée, il faut que les ascendants et les descendants puissent avoir une consultation de cardiologie pour faire une échographie cardiaque. Et en fonction de ce qu'on voit à l'échographie cardiaque, soit on vous rassure et on se revoit au bout de 5 ans ou de 10 ans, soit on trouve quelque chose et à ce moment-là, c'est mieux d'anticiper le traitement, soit on a un petit doute et on vous le dit honnêtement, on vous dit tiens, vous êtes un tout petit peu limite en termes de mesures, ça serait bien qu'on se revoie d'ici un an pour refaire le point ensemble. Pour les enfants, c'est à partir de quel âge ce suivi, cette vérification ? Alors, généralement, pour les enfants de personnes qui malheureusement ont eu des cardiomyopathies dilatées comme ça, on dit qu'on commence à les voir entre 10 et 15 ans pour faire une première échographie cardiaque. Et outre cette pathologie-là, la crise cardiaque de manière générale, c'est héréditaire. Si on a un parent qui est décédé de ça, on a plus de malchance de l'avoir aussi, ou ça n'a rien à voir ? Alors la crise cardiaque, c'est un terme un peu générique qui traduit simplement un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure avec Guy, c'est pas une maladie initialement du muscle, c'est une maladie d'une artère qui se bouche de façon brutale. Donc c'est plus l'hygiène de vie qui est en cause que l'hérédité ? C'est tout à fait plus l'hygiène de vie qui est en cause, donc c'est le surpoids, c'est le tabac, c'est l'hypertension, le cholestérol, le diabète, le stress, la sédentarité, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et pour l'infarctus du myocarde, il y a une propension familiale, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure avec ce qu'on a dit, si votre famille est une famille de patients coronariens, vous avez plus de risques d'être coronarien. C'est plus un marqueur de risque qu'une vraie cause. C'est pas parce que votre papa a fait un infarctus que vous allez forcément faire un infarctus. Beaucoup de questions qui continuent de nous arriver. Dans un instant, la question de Marie de Charleville-Mézières sur son ado qui boit des boissons énergisantes. Et puis il y aura aussi Liliane de Reims. Marie de Charleville nous dit « Mon fils de 16 ans boit régulièrement des boissons énergisantes. Dois-je le laisser faire ou lui interdire ?» Question très difficile, Marie, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il y a beaucoup de gens qui boivent des boissons énergisantes dans le monde, qui n'ont pas de soucis particuliers. Il y a quelques cas décrits, néanmoins, d'accidents chez des gens extrêmement jeunes, avec des surconsommations de boissons énergisantes qui sont sponsors d'une marque sponsors de Formule 1, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont fait à des âges de celui de votre fils des infarctus ou des accidents sévères. C'est difficile donc de vous répondre. Ça dépend de combien on en boit, si c'est une canette de temps en temps ou si c'est plusieurs par jour, tout le temps. Il est très clair que la surconsommation en grande quantité de boissons énergisantes et d'une activité sportive extrêmement importante type marathon doit être largement déconseillée. Ça, c'est clair, oui. Voilà. En ce qui concerne le thé, le café, on sait que c'est un excitant, que quand on en boit trop, ça peut donner des palpitations. Outre ces palpitations qui peuvent être un désagrément, est-ce que ça représente un danger ou pas ? Alors c'est pareil, les palpitations, ça peut être le signe d'une arythmie révélée, pas due à, mais révélée par le café ou par le thé. Dire que c'est un aliment qui entraîne des risques cardiaques, c'est faux, puisqu'il y a tout un tas d'études qui sont discordantes disant que ça favorise l'infarctus ou que ça prévient de l'infarctus. Donc on ne peut pas l'imputer si directement que ça aujourd'hui. Ça débouche pas les tuyaux si on boit plus de café ? Ça débouche absolument pas les tuyaux en buvant beaucoup de café. 03 26 50 81 81. Nous sommes à Reims. Bonjour Liliane. Bonjour professeur. Moi je vous téléphone parce que j'ai mal à une côte flottante. Et souvent j'ai une douleur dans la poitrine qui me fait très très mal et je ne sais pas quoi faire. Je me demande, est-ce que c'est inquiétant ? Comment qu'on reconnaît par rapport à la côte flottante et si c'est le cœur ? Alors, vous répondre par téléphone, c'est impossible. Bonjour Liliane d'abord. Bonjour, oui. Votre question, elle est très intéressante et je dirais qu'il ne faut pas laisser l'arbre cacher la forêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas méconnaître quelque chose qui viendrait de votre cœur lui-même sous le prétexte que vous avez une douleur qui peut être facilement expliquée liée à autre chose. Vous pouvez très bien avoir une côte flottante qui vous fait mal. Vous pouvez très bien avoir aussi de l'angine de poitrine qui est une douleur intriquée à votre douleur de côte flottante. Donc, ce que je peux vous conseiller,
conseiller, Liliane, c'est de prendre rendez-vous, de consulter. Alors pour nous, après, faire le distinguo entre les deux, c'est relativement facile et ça ira relativement vite. C'est un petit examen, on vous fera un équivalent d'épreuve d'effort qui s'appelle une échographie de stress. Ça prend une demi-heure, ça permet de voir votre cœur à l'effort. Si c'est de l'angine de poitrine associée, on vous le dira. Et si ça ne l'est pas, on vous rassurera définitivement. Mais pour faire le distinguo entre les deux, effectivement, il faut se poser un petit peu et vérifier tout ça. Le parcours santé, c'est quoi? C'est son généraliste d'abord qui nous envoie vers un cardiologue? Le parcours santé, oui, c'est organisé comme ça désormais. Vous prenez contact avec votre généraliste qui vous examine, qui vous fait un petit courrier, qui vous envoie chez le cardiologue. Mais dans le cas particulier, je ne doute pas que votre médecin traitant vous enverra voir un cardiologue. Avec un délai donc de 3 mois à peu près, il faut le savoir. Avec un délai qui est variable, oui, mais qui est un peu trop long pour l'instant. Voilà, Liliane. Des fois, j'ai moins de 60 ans. Est-ce que c'est inquiétant? Des fois, j'ai 58 ans quand je prends de l'attention. De fréquence cardiaque? Oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas, à l'échelon individuel, s'inquiéter outre mesure de sa fréquence cardiaque. D'ailleurs, 58 pour vous, c'est plutôt une bonne chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier. Si c'est lent, c'est en général plutôt bon signe. Quelle est la différence entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque? Alors, une crise cardiaque, c'est le terme générique utilisé par la population pour parler d'un infarctus, qui est une artère qui se bouche, qui vous fait une grosse douleur dans la poitrine. Donc on le sent venir, on a mal. Vous avez mal, ça arrive. Alors la douleur arrive brutalement, mais vous avez mal dans la poitrine, donc vous avez un signal d'alerte. Vous appelez les secours et on vous transfère tout de suite dans une salle d'examen qui s'appelle une salle de coronarographie, dont l'objectif est de vérifier si votre artère est bien bouchée et dont l'objectif final est surtout de déboucher le plus vite possible cette artère si elle est bouchée. Donc là on appelle le 15. Ça c'est le 15. L'arrêt cardiaque, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que c'est une étape plus sévère de la maladie qui fait que tout se passe relativement bien et il y a un coup d'éclair dans un ciel bien sage et brutalement vous tombez par terre. C'est la mort subite, c'est la mort subite, exactement. C'est un arrêt cardiaque immédiat, c'est-à-dire plus du tout d'activité électrique au niveau de votre cœur, donc plus de débit sanguin, donc plus de vascularisation du cerveau, donc on perd connaissance immédiatement. On ne peut même pas dire je me sens pas bien. La plupart du temps, ça débute brutalement. De temps en temps, les gens qui sont à côté peuvent vous dire ah tiens, il s'est tenu la poitrine ou il a dit ah je me sens pas bien juste avant de tomber. Ça, c'est une vraie urgence qui doit être prise en charge sans les secours officiels autour. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe à côté de vous, il faut absolument le masser. Avant même d'appeler les pompiers, on masse et quitte à appeler en mettant le haut-parleur, mais il faut masser dès les premières secondes où la personne est par terre. Il faut masser quasi instantanément. C'est-à-dire que le mieux, c'est d'être à 2 personnes, une personne qui masse et une personne qui appelle les secours. Si effectivement on est tout seul, il faut prendre son téléphone, comme vous le dites Olivier, il faut mettre le haut-parleur et pendant qu'on parle, on commence le massage pour commencer à réanimer les gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'avoir une conversation avec les pompiers sans masser. On ne peut pas avoir une conversation. Au minimum faire les deux en même temps, même si c'est physique. Il faut commencer le massage tout de suite, c'est-à-dire que au-delà de 5 minutes, on sait que la mortalité, au-delà de 5 minutes de quelqu'un par terre, la mortalité, elle est quasiment de 100%. Donc il faut vraiment réagir tout de suite, il faut réagir dans les toutes premières minutes. Il n'y a pas le temps d'attendre les pompiers. Il n'y a pas le temps d'attendre. Et on doit se débrouiller pour savoir masser. C'est notre responsabilité de citoyen de savoir masser. C'est la responsabilité du citoyen que de se mettre sur la personne et de commencer le massage. Et il ne faut pas avoir de complexe. De toute façon, quand une mort subite survient, les gens ils sont considérables comme déjà morts. Donc même si vous faites un massage cardiaque de mauvaise qualité, au moins vous aurez fait un massage cardiaque. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas complexer. Il faut être sûr que la personne ne soit pas juste dans les pommes. Ça n'a jamais tué personne de faire un massage cardiaque à quelqu'un qui est dans les pommes. Au pire, il va se réveiller, il va vous dire tu me fais mal, mais le problème sera réglé. Donc surtout, on n'hésite pas et on masse. Quelqu'un qui respire pas, c'est forcément quelqu'un qui est en arrêt cardiaque? Quelqu'un qui respire pas, c'est a priori quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. On ne se préoccupe plus de prendre le pouls aujourd'hui. On ne se préoccupe plus de chercher la ventilation de quelqu'un qui est tombé par terre. On commence le massage et on fait le check-up après. L'arrêt cardiaque, la mort subite, c'est ce qu'il a eu David Ginola, qui a été sauvé grâce à M. Pokora, qui savait faire les bons gestes, qu'il a tout de suite massé. C'est là qu'il ne faut pas rater le coche, parce que si vous êtes à proximité, que vous commencez le massage, qu'on appelle les secours, que le SAMU arrive, que le défibrillateur met en évidence une arythmie et régule cette arythmie, les gens survivent et la plupart du temps ils survivent sans trop de séquelles. Donc il faut vraiment David Ginola qui a couvert l'Euro sur M6 et quelques mois auparavant. Il avait ce problème, on a du mal à l'imaginer d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut plus voir sur les stades de foot, c'est pour ça qu'il faut plus voir à l'Assemblée nationale des gens qui tombent et qui sont pas réanimés. Quelqu'un tombe, on se pose pas de questions, on se jette dessus et on commence le massage.
Les bras tendus, les coudes verrouillés sur un sol dur, c'est ce qu'on nous dit toujours, avec les épaules au-dessus de la poitrine de la personne. C'est exactement ça, Olivier, c'est tout à fait ça. On trouve des vidéos, si on regarde des vidéos pour se former comme ça, c'est mieux que rien, ou il vaut mieux quand même se former officiellement en suivant un stage? Si on a le temps, il vaut mieux se former officiellement. Tout un tas de personnes de bonne volonté vous apprendront ces gestes qui sont extrêmement faciles. Il y a les sapeurs-pompiers, il y a la Croix-Rouge, etc., etc. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet et ça prend 5 minutes et ça permet de sauver une vie, oui. La mort subite, c'est plusieurs dizaines de milliers de morts en France par an. La mort subite, c'est 40 000 morts subites par an en France, avec une espérance de survie qui est de l'ordre de 5%. Sur Paris, ils ont mis en place un système qui permet de prendre en charge les gens qui font une mort subite avec la pose d'une assistance cardiaque sur site avant d'être transférés à l'hôpital. Juste pour vous dire que ça marche bien. Quand on voit ce que font les Parisiens avec les assistances cardiaques délocalisées, l'espérance de survie, elle passe de 5 à 30-35%, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc il faut se former. Voilà, pourquoi c'est pas une obligation? Pourquoi c'est pas obligatoire en passant un diplôme, le bac, en passant le permis? Ça l'est devenu puisque nos enfants sont éligibles à apprendre ces gestes de premier secours à l'école, donc dans quelques années, toute la population française saura le faire. Et dernière petite anecdote, quand on fait un massage cardiaque, c'est physique, c'est stressant, mais il faut chanter Staying Alive des Bee Gees dans la tête. Pourquoi ? Il faut prendre bien conscience qu'à partir du moment où on démarre, on ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un médecin qui peut vous dire d'arrêter le massage cardiaque. Il faut comprimer à peu près 100 de fois par minute le thorax. Donc c'est pour ça qu'il faut chanter dans votre tête. C'est le bon rythme pour le garder en mémoire. Oui. Donc c'est ça le rythme auquel il faut masser. Le rythme, c'est entre 80 et 100 coups par minute. Mais encore une fois, un massage débuté ne doit pas être arrêté au bout de 5 minutes pour dire tiens, je vais appeler quelqu'un. Si on commence, on n'arrête pas. Merci. Et il faut commencer. Pour tous ces conseils et les réponses aux nombreux appels ce matin dans Les Experts, Dr Camille Brasselet, cardiologue au sein du groupe Courlancy Santé de Reims. À bientôt. À bientôt, merci.